Donc il y a deux idées quand même qu'il faut avoir en tête par rapport à ce qui se passe fin 2017, début 2018. Donc première idée, le dossier de candidature, 62 ouvrages, 30 mètres d'ouvrage. Une différence énorme par rapport à Londres, puisqu'à Londres, il y avait un seul maître d'ouvrage, c'était mon homologue anglais qui a tout fait. Ces 3 dizaines de mètres d'ouvrage différents, c'était une condition essentielle de réussite du dossier de candidature. Ça permettait d'emmener tout le monde à bord, et de manière à ce que toutes les collectivités qui participent quelque part, qui vont accueillir sur leur territoire les jeux, puissent construire un morceau des jeux. Donc c'était extrêmement important, donc il n'était pas question de revenir dessus. Et donc on avait ce préciput d'avoir ces 32 mètres d'ouvrage à bord. Une fois qu'on s'est dit on a 32 mètres d'ouvrage à plein, et non pas en maîtrise d'ouvrage déléguée, en mandat, etc., en maîtrise d'ouvrage à plein, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on est capable d'accompagner ces 32 mètres d'ouvrage, mais en même temps de suivre le bon avancement, puisque notre mission, elle est de livrer quoi qu'il arrive le 31 décembre 2023. Donc, on a ces 32 mètres d'ouvrage. Et puis, donc on réfléchit, on regarde ce que c'est qu'une opération classique et comment est-ce qu'on est capable d'organiser les relations entre une Solidéo qui n'est là que dans cette espèce de vision un peu panoramique, et puis des gens qui vont effectivement faire les choses sur le terrain. On part très vite sur une voie contractuelle. Une voie contractuelle, c'est-à-dire qu'on va contractualiser les relations entre nous, Solidéo, qui sommes là pour garantir que les ouvrages sont livrés pour les jeux, et puis ceux qui vont effectivement construire. Et donc on crée cette idée des conventions d'objectifs, ces espèces d'opus qui font entre 300 et 700 pages chacun, avec les 27 annexes qui définissent tout, à la fois le programme pour les jeux, le programme après les jeux, la manière dont on finance, la manière dont on conduit l'opération, tout, et qui est signé par 3 personnes, le maître d'ouvrage qui construit, enfin qui est l'opérateur dans tout ça, la Solidéo qui est là pour suivre, et puis Paris 2024 qui doit bien récupérer absolument le 31 décembre 2023 les différents ouvrages. Donc on part sur une voie conventionnelle qu'on envisage de suivre, et c'est là où la supervision apparaît, en créant une structure interne à la Solidéo qui suivra ces conventions. On l'appelle supervision, on ne l'appelle pas contrôle, on ne l'appelle pas reporting, on l'appelle supervision. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle supervision? Parce que dans notre idée, la supervision, ce n'est pas simplement le fait de suivre, mais c'est aussi le fait d'accompagner. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une logique surplombante pour constater l'avancement du déroulement classique de l'opération par les différents maîtres d'ouvrage. On est aussi dans une logique de dire, mais finalement, on doit pouvoir, parce qu'on est charpenté avec plus de moyens techniques, juridiques, etc., on doit pouvoir apporter le coup de main, apporter le conseil, apporter l'expertise, apporter l'étude juridique, de manière à ce que lorsque un tel ou tel maître d'ouvrage rencontre des difficultés, on l'aide à dépasser ces difficultés. Et ça a été le cas tout le temps. Avec tous les maîtres d'ouvrage, à un moment ou à un autre, on a dit, mais attends, par l'expertise qu'on a, là tu pourrais faire les choses différemment. À la fin, il reste responsable, mais on pourrait accompagner. Donc, on crée la supervision pour mettre en œuvre ce volet contractuel. Et la deuxième grande idée qui se passe, c'est qu'en janvier 2018, on va à Londres. Alors, on rencontre ce qui reste de l'Olympic Delivery Authority, donc les Anglais, nos homologues anglais, et ils nous alertent sur le fait que dans le déroulement des opérations pour les Jeux de 2012, ils ont eu, dans les relations avec le COJO anglais, ils ont eu beaucoup de demandes de modification de programme, et singulièrement sur la fin, singulièrement sur la dernière année. Ils nous disent avoir eu 6000 demandes de modification de programme sur un programme qui faisait peu ou prou autant d'objets que nous. Alors, après, on peut discuter, il y a plus de neuf, nous on a plus de rénovations, mais qu'importe. Dont la moitié la dernière année. Et quand on fait des modifications de programme, alors qu'on est sur le point de livrer, alors que l'ensemble est fait, là, ça coûte cher et ça fait prendre du retard. Et donc, ils nous expliquent qu'une partie des difficultés qu'ils ont eues sur les Jeux 2012, c'est cette dernière année avec les modifications de programme. Et donc, il faut tenir le dispositif des demandes du COJO. Alors, derrière les demandes du COJO, c'est le COJO en tant qu'organisateur, mais il ne fait aussi que retransmettre les demandes des diffuseurs télé, les demandes des fédérations internationales. Enfin, on a tout un écosystème dont le COJO, finalement, est l'entonnoir de tout cet écosystème. Et donc, par rapport à ce risque de dérive à la fois temporelle et financière, on se pose la question, dans le cadre, une fois qu'on a décidé qu'on faisait un cadre contractuel, donc on laissait l'autonomie aux différents maîtres d'ouvrage, comment est-ce qu'on pouvait contrôler les demandes qui viendraient du COJO de modification du programme. Et donc on met en place un dispositif très dur en disant toute modification au cadre contractuel, au contrat qu'on a prévu, doit passer par un comité permanent des programmes qui se réunit toutes les semaines, dans lequel on a la direction du budget, la DIJOP, le Paris 2024, nous, et dans lequel chaque maître d'ouvrage vient, dit écoutez,
vous vouliez une piscine de 50 mètres avec 3 mètres de profondeur. Moi, je préférerais qu'elle ait 3,50 mètres de profondeur pour des tas de bonnes raisons. Donc le maître d'ouvrage arrive avec cette demande de modification de programme et explique en quoi est-ce que ça impacte le coût, en quoi est-ce que ça impacte les délais, en quoi est-ce que ça impacte le programme fonctionnel, les besoins de Paris 2024, en quoi est-ce que ça impacte l'héritage, parce qu'on a toujours cette double dimension. Et au vu de ça, le comité des programmes dit « Ok, on valide ». Et donc la convention est modifiée. La piscine ne fait pas 3 mètres, mais 3,50 mètres de profondeur, ou non. On s'en tient au programme initial. Et ce dispositif assez dur de comité permanent des programmes fait qu'à date d'aujourd'hui, alors qu'on a tout livré, on a 875 modifications de programme et non pas les 6000 qu'on aurait pu avoir. Donc, contrôle des modifications de programme, dispositif conventionnel, une supervision, c'est-à-dire une équipe qui, tous les mois, vient voir les différents maîtres d'ouvrage et vient suivre, dans une relation de confiance extrêmement forte, le bon avancement des projets par rapport au planning théorique qu'on avait contractualisé en 2019. Le bon avancement, c'est l'avancement évidemment temporel, comment vont les études, etc. Vous deviez en être là, vous en êtes où, comment vont les travaux fonctionnels. Est-ce que vous êtes bien en train de faire une piscine de 50 mètres et non pas de 25 ? Je grossis le trait, mais pour se rendre compte de ce dont on parle. Et après, on descend dans des détails. Quelle va être la température nominale de l'air à l'extérieur de la piscine ? C'est qui est important parce qu'on a un cahier des charges précis du COJO là-dessus. Financier, mais aussi tout ce qui contribue à la réalisation du projet, que ce soit la communication, tout ce qui est adhésion de la population, la communication de proximité, la sécurité du chantier, les conditions de réalisation vis-à-vis des ouvriers, ce qu'on appelle nous l'exemplarité des chantiers, les ambitions sociales, les ambitions environnementales. Enfin, vraiment, tous les mois, on fait un point complet qui est partagé entre le maître d'ouvrage et nous. Il n'y a pas l'once d'une feuille de papier à cigarette dans les informations qu'on remonte. Eh bien, ce point, il remonte d'abord à mon niveau. Ça fait une dizaine de pages par ouvrage. Puis ensuite, dans un reporting qui s'affine, il remonte vers la DIJOP, vers le comité d'audit dont je reparlerai tout à l'heure, et puis vers le conseil d'administration. Et finalement, le fait de cette rencontre mensuelle entre les équipes de la supervision et le maître d'ouvrage met tout le système un petit peu sous tension. Le maître d'ouvrage sait que dans un mois, il va avoir de nouveau une revue de projet. On va faire le point sur ce qui s'est bien passé depuis un mois, sur les mesures qu'on avait décidées le mois précédent pour rester dans le nominal, enfin c'est ce qui est ça, sur les aléas qui ont pu arriver. Et les équipes de la supervision sont à la fois là pour faire ce reporting, mais aussi pour proposer des solutions, pour appuyer des solutions ou pour alerter le maître d'ouvrage. Dans le dispositif, on a deux entités qui sont importantes, le comité permanent des programmes, j'en ai parlé, mais également le comité d'audit. Donc le comité d'audit, c'est une émanation du conseil d'administration qui est là pour vérifier sur une base quasiment mensuelle l'état des risques, et pas simplement des risques financiers, comme ça se fait souvent dans les comités d'audit des grandes entreprises, mais également des risques opérationnels, puisque notre première obligation, c'est livrer le 31 décembre 2023 tous les ouvrages. Et donc le reporting que nous faisons tous les mois remonte au comité d'audit, et singulièrement, dans les réunions mensuelles du comité d'audit, on examine tel ou tel objet qui rencontre une difficulté particulière à un moment, un retard, un appel d'offres qui est infructueux, un retard, une péripétie, un tunnel qui est envahi par l'eau, enfin voilà. Et avec le comité d'audit, à ce moment-là, on décide d'un plan d'action pour revenir dans le nominal. Soit le comité d'audit dit bon c'est la vie, on en reparle dans un mois, soit effectivement c'est ennuyeux, on décide d'un plan d'action, soit le comité d'audit est perplexe et a cette capacité de diligenter une étude extérieure, indépendante des équipes de la Solidéo, pour objectiver la réalité des difficultés remontées par la Solidéo. Telle piscine est vraiment en retard, à 4 mois de retard sur le planning, on commence à être inquiet sur la capacité à livrer dans les temps. Le comité donc ça c'est ce que remonte ma revue de projet. Le comité d'audit dit bon, je vais demander à un tiers extérieur, un expert plus chevronné, qui soit moins embarqué, qui soit plus loin, enfin c'est toute la question des tiers extérieurs, d'aller examiner la situation et de me remonter sa propre opinion, son dire d'expert ou son analyse approfondie des plannings, pour objectiver là où nous en sommes et la manière de revenir dans le nominal. Est-ce que le plan d'action proposé par le maître d'ouvrage et la Solidéo a une chance de marcher? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Voilà.
Et donc le comité d'audit a cette capacité d'analyse et de remonter au conseil d'administration, sachant qu'au sein du conseil d'administration, on a l'arme suprême, qui est la capacité de se substituer si jamais la maître d'ouvrage est considéré comme défaillant. Alors on n'a jamais mis en œuvre cette capacité-là, elle est prévue dans la loi. L'idée toujours étant qu'on doit livrer impérativement le 31 décembre 2023, et que c'est un enjeu pour la France et pour la bonne tenue des Jeux Olympiques. Et donc il y a un moment où si le maître d'ouvrage n'y arrive plus, on considère que la Solidéo doit être capable de reprendre. En 6 ans, je ne me suis jamais substitué à aucun maître d'ouvrage. On est passé assez proche des substitutions et en fait les maîtres d'ouvrage ont réagi avec l'appui du comité d'audit, avec les appuis de la Solidéo et ont gardé la maîtrise d'ouvrage. Pour nous, c'était pas un but en soi de se substituer. Notre but, au contraire, c'était d'être sûr que les maîtres d'ouvrage aillent au bout, avec cette idée que les différents maîtres d'ouvrage qui construisent, c'est soit des collectivités, soit des privés, mais c'est des acteurs du territoire. Et quand ils construisent un objet, ils pensent à la fois aux jeux, mais également aux habitants après. Et puisqu'ils vont le garder en patrimoine après, et que c'est une manière finalement d'être sûr que les retombées des jeux sur le territoire correspondent aux vrais besoins des territoires tels qu'ils sont portés par les politiques. La clé de la réussite, en fait, c'est une question de posture. D'abord, d'expertise propre des équipes de la supervision, qui tout le monde a construit, que ce soit dans du bâtiment, dans de l'équipement ou dans des espaces publics, conduit des projets complexes en construction. Mais c'est d'abord une posture. Il faut bien comprendre que la Solidéo, c'est une société de projet. Les conditions de réussite de la Solidéo, c'est que l'ensemble des ouvrages soient livrés à la fin. Et nous n'avons pas de vocation à perdurer au-delà de la livraison des ouvrages, en phase héritage. Et donc, le rapport que nous avons avec les différents maîtres d'ouvrage n'est pas du tout un rapport de compétition potentielle, de lutte d'un système contre l'autre, mais vraiment dans une posture d'accompagnement. D'accompagnement pour qu'ensemble, on soit capable de livrer les ouvrages à la fin. Donc, le risque, ça pourrait être un contrôle tatillon, de dire « attendez, page 22, vous aviez dit que, vous n'y êtes pas ». Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de se dire dans la conduite du projet, vous aviez le cadre contractuel qui est là à réaliser, vous en êtes où, comment est-ce qu'on vous aide, comment est-ce qu'on vous accompagne, mais également comment est-ce qu'on rend compte de là où vous en êtes à un écosystème qui, de toutes les façons, vous observe et connaîtra la réalité de ce qui vous arrive. Autant préparer les mauvaises nouvelles, autant les connaître suffisamment tôt pour pouvoir les contrecarrer, plutôt que les découvrir à la fin, puisque de toute façon, à la fin, il faut livrer. En étant à la fois DG superviseur et DG maître d'ouvrage, et en invitant en toute transparence la supervision aux revues de projet de la maîtrise d'ouvrage Solidéo, et en accueillant et en insérant dans les tableaux de bord et dans le reporting les ouvrages réalisés par la Solidéo au même titre que les ouvrages réalisés par les autres. Et donc j'ai dans mon reporting sur les écoles du Bourget ou sur les espaces publics du village olympique, j'ai mon reporting avec les couleurs comme le reste. Et donc il n'y a pas de traitement différent entre les ouvrages Solidéo et les ouvrages d'autres maîtrises d'ouvrage. Il y a un moment où il faut rendre immédiatement perceptible pour des autorités qui ont peu de temps disponible une situation. Et donc, assez classiquement, dans tout ce qui est tableau de bord, on a une partie écrite et une partie en couleur, avec une gamme de couleurs qui va du bleu quand c'est absolument conforme à la convention d'objectif initial, le vert quand ça a bougé mais ça n'a aucun impact sur la livraison, jusqu'au rouge où, là, c'est une catastrophe, que ce soit les finances, le planning, la maîtrise d'ouvrage, l'objet en lui-même ne correspond pas du tout à ce qui est attendu. Donc, on a cette gamme de couleurs et suivant la réalité de ce qui est vécu, mois par mois, on a différentes couleurs qui varient par objet. Ce qui permet finalement pour des décideurs, pour des administrateurs, pour des membres du comité d'audit qui ont finalement peu de temps à nous consacrer, de parcourir, ne serait-ce que visuellement, les pages et de voir tout de suite là où il faut approfondir le sujet, de là où c'est plus classique. Alors, dans les revues de risque que je pilote, on passe en revue de manière systématique tous les ouvrages. Dans les revues de risque qui remontent au comité d'audit, on va directement sur les zones qui sont orange.
Le reporting opérationnel et le suivi opérationnel par la supervision a fonctionné de manière extrêmement fluide. Sur le reporting financier, et notamment sur le lien entre l'avancement financier et l'avancement opérationnel, en fait, on a un décalage de quelques mois qui correspond au délai de facturation. Et on n'a pas été capable d'unifier une doctrine pour finalement recoller ou faire matcher de manière systématique l'opérationnel avec le financier. Certains maîtres d'ouvrage, le décalage c'est simplement 15 jours, d'autres c'est 3 mois. Et du coup, on a eu du mal à faire un suivi financier mois par mois qui soit aussi pertinent que le suivi opérationnel. Et je pense que c'est lié aussi, notamment dans la sphère publique, à une forme de déconnexion entre les services financiers et les services opérationnels. Déconnexion qu'on a moins dans les EPIC, enfin dans les structures parapubliques ou dans le privé. La supervision peut fonctionner et a fonctionné parce que tout le monde avait conscience de l'ardente obligation d'être ensemble sur la ligne d'arrivée. Et que ça était une priorité pour tous les maîtres d'ouvrage. Je pense qu'il y avait une espèce de force symbolique des jeux, force qu'on a entretenue, parce qu'on a fait de la com, parce qu'on a mis en avant les bons élèves, parce qu'il y a une forme d'émulation entre tous les maîtres d'ouvrage publics et privés, donc bon, on a entretenu la chose. Mais il y a une force tellement des jeux qui fait qu'au bout d'un moment, pas un ne pouvait imaginer être en retard. Je pense qu'elle marche à partir du moment où on a cet alignement de l'ensemble des partenaires sur un but commun intangible. Et qu'on peut avoir dans des politiques publiques extrêmement fortes pour notre pays, que ce soit la rénovation énergétique, que ce soit la réalisation de grosses infrastructures, où tout le monde se dit c'est impératif pour notre pays, ou l'installation de grandes plateformes industrielles par exemple. C'est impératif de tenir cette date-là. À ce moment-là, on s'est aligné et l'ensemble des ambitions, et la supervision peut fonctionner. Dans l'hypothèse où on n'a pas cet enjeu impératif qui s'impose, je pense que la supervision, à ce moment-là, a moins de poids, parce que finalement, qu'on dépasse ou qu'on ne dépasse pas, dans toutes les priorités que les uns et les autres peuvent avoir, ça devient une priorité comme une autre, et donc la supervision risque d'être subie comme contrôleuse simplement. L'appui technique, juridique, méthodologique qu'elle peut apporter apparaîtra comme superflu, puisque de toutes les façons ça ne fait rien si on dépasse. Donc je pense que la supervision marche à partir du moment où tous les acteurs sont alignés sur l'ardente obligation de livraison. Oui et non, parce que tous les maîtres d'ouvrage n'y sont pas. On a tous les maîtres d'ouvrage publics qui y sont, mais les maîtres d'ouvrage privés n'y sont pas, et pour autant les maîtres d'ouvrage privés se sont absolument alignés. Enfin, la Fédération française de tennis a livré le toit de Suzanne Lenglen dans les temps. Donc je pense que c'était intéressant par rapport aux maîtres d'ouvrage publics, qu'ils soient dans le conseil d'administration, mais c'est une condition utile mais pas indispensable. Ce n'est pas que la supervision, c'est l'ensemble du dispositif qui est piloté par les risques. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut absolument qu'on ait tout livré le 31 décembre 2023. Parce que derrière, le COJO prend les objets, etc. Donc cette date, elle est impérative. À partir du moment où il y a une date qui est impérative, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui pourrait nous faire déraper par rapport à cette date? Donc quels sont les risques qu'on peut rencontrer en chemin, que ce soit les risques opérationnels classiques, je ne vais pas avoir un marché infructueux, ou ce qu'on appelle les signes noirs, les risques qui ne devraient pas arriver, mais s'ils arrivent, sont une catastrophe. Et donc on avait planifié au début, dès 2018-2019, quand on a passé les conventions d'objectifs, le fait qu'on allait prendre des marges un peu partout pour les risques, à chaque étape du projet, pour mettre des risques, et on allait en plus prendre une grosse marge à la fin pour les signes noirs. Donc à chaque étape, on avait prévu soit quelques semaines, soit quelques mois de marge, de même qu'il y avait des marges financières, il y a des marges temporelles, et dans le cadre des revues de projets mensuels de la supervision, l'utilisation de ces marges est suivie, financière comme temporelle. On a organisé le dispositif avec les différents maîtres d'ouvrage en disant « faites-nous tous les mois ou tous les 2 mois une analyse complète des risques que vous voyez à date de votre opération, des conséquences si ces risques deviennent réalité, et des moyens qu'il faudrait déployer pour en réduire les effets. »
Et donc on leur a dit non seulement vous avez des marges, mais en plus il faut que vous pensiez par rapport à tout ce qui pourrait tourner mal. Et quelque part, on a mis dans la tête de tous les maîtres d'ouvrage que bah oui, le réel est compliqué et que le fait d'avoir une péripétie, ce n'est pas un problème. Ça fait partie du réel. Et ce qui nous a finalement permis d'abord de créer une relation de confiance entre nous, parce qu'on n'a pas prétendu que tout allait bien tout le temps, au contraire, on a envisagé le pire. Mais surtout, dès qu'on avait une difficulté, on a pu se mettre d'accord sur les conséquences, les suites pour pallier à la difficulté. Et ça, je pense que ça a beaucoup contribué à notre réussite collective. Ça, plus les 3 mois de marge pour signe noir qu'on avait mis en place. Alors à l'époque, on pensait à une inondation type 1910, à des grandes grèves type 1995, à une canicule majeure pendant l'été qui nous bloquerait finalement les chantiers pendant 3 mois. Et dans les dispositifs qu'on avait mis en place en 2018-2019, tout devait être livré non pas au 31 décembre, mais en septembre 2023, pour avoir ces 3 mois de marge si jamais il y a quelque chose de terrible qui arrivait. Et finalement, on a eu des choses terribles qui sont arrivées qu'on ne pouvait pas concevoir en 2018. On a eu le Covid, on a eu l'Ukraine, on a eu la fermeture des ports chinois, on a eu les émeutes de juillet 2023, on a eu les grèves liées aux retraites. Et finalement, le fait qu'on ait prévu finalement ces mois de signe noir, de choses impensables, nous a permis à la fin d'arriver dans le bon calendrier.